L'information de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Tout de suite les titres sommaires de cette édition. La fin de la crise énergétique, la hausse des prix, la lutte contre la corruption par la création d'un pôle pénal économique et financier. Voilà des sujets abordés hier en Conseil des ministres. La Réunion a aussi annoncé la signature d'un 3e C2D au 3e trimestre de l'année et la tenue de la Journée nationale de l'excellence le 6 août prochain. Le ministre Sidi Touré explore les sites d'élevage et d'aquaculture du Brésil pour s'inspirer du savoir-faire brésilien en la matière. Une visite de travail qui vient renforcer les liens de la Côte d'Ivoire avec le Brésil, précisément sur la coopération technique et scientifique. Et un bon départ pour les représentants de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Tokyo. La Côte d'Ivoire a remporté ce jour 2-1, le premier match de la poule D de football. Les éléphants étaient face à l'équipe d'Arabie Saoudite. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Un conseil des ministres s'est tenu hier. Sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, le conseil a pris plusieurs décisions se rapportant à la nation, notamment la cherté de la vie, le renforcement et l'accroissement des ouvrages de production d'électricité, les projets de développement, la réconciliation nationale et la lutte contre la corruption. Un ensemble de mesures rapportées dans ce compte-rendu proposé par Viviane Aïma. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 21 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été marqué par d'importantes décisions touchant au quotidien des Ivoiriens. Il s'agit du rationnement de l'électricité encore en cours dans plusieurs secteurs de l'économie nationale. Le Conseil a adopté une communication relative à la fin du rationnement de l'électricité. En effet, avec la saison des pluies, les barrages hydroélectriques du pays ont retrouvé leur niveau normal. Le retour de cette pluie a mis fin à la période de chaleur, réduisant donc ainsi la forte demande nationale d'électricité. Il faut ajouter donc à la résolution de ces problèmes qui permettent aujourd'hui de vous annoncer la fin du rationnement, les efforts du gouvernement et des opérateurs du secteur qui ont permis de réparer les pannes qui ont eu lieu aussi bien au niveau de la production qu'au niveau de la distribution. En conséquence de toutes ces actions, le rationnement des ménages a pris fin à Abidjan le 12 juin 2021 et à l'intérieur du pays le 25 juin 2021. On peut dire que cette période de crise énergétique a été définitivement maîtrisée avec la fin du rationnement en ce qui concerne les industriels depuis le 9 juillet, donc 2021. Il s'agit aussi de la lutte contre la flambée des prix des produits et denrées de grande consommation. Le gouvernement vient de prendre un train de mesures. Face à la relative hausse des prix de certains produits de première nécessité, le Conseil a arrêté les mesures ci-après. Il s'agit notamment de la rencontre sectorielle avec les différents acteurs économiques, filière par filière, en vue de trouver des solutions afin de contenir cette hausse des prix. Il s'agit également de l'encadrement des produits de consommation de première nécessité, tels que le riz, l'huile de palme raffinée, la viande de bœuf, la farine. Il s'agit également donc de renforcer la surveillance du marché, notamment le contrôle de l'affichage des prix, mais également le contrôle des prix réglementés. L'intensification de la communication sur les prix et les actions menées dans le cadre de la lutte contre la vie chère. La révision de la norme ivoirienne sur le pain. La facilitation du retour des bouviers qui convoient le bétail du Mali et du Burkina, donc en Côte d'Ivoire. De l'installation des comités locaux de lutte contre la vie chère et du renforcement de la lutte contre le racket sous toutes ses formes. Ces mesures immédiates seront suivies de mesures structurelles qui devront permettre de consolider les acquis et de lutter de façon pérenne contre la vie chère dans notre pays. La lutte contre la corruption était en bonne place de ce Conseil des ministres avec l'adoption d'un projet de loi portant création, compétences, organisation et fonctionnement
d'un pôle pénal économique et financier au sein du tribunal de première instance d'Abidjan. Cette structure a été créée par décret. Ici, il s'agit d'une loi. Le passage du décret à la loi marque l'engagement de l'État. Vous savez que les lois sont supérieures au décret. Donc cela montre un engagement total de l'État à garantir la bonne gouvernance. C'est pour cela que le décret qui instituait cette structure a été passé en loi pour montrer l'engagement de l'État, la loi étant bien entendu supérieure et plus forte. Donc l'État est déterminé à lutter pour la bonne gouvernance et c'est pourquoi cette structure a été renforcée en étant gravée dans le marbre, si je puis le dire ainsi. Et revoilà la Journée nationale d'excellence. L'édition 2021 sera célébrée le vendredi 6 août. Le Conseil des ministres du mercredi 7 juillet 2021 a autorisé l'organisation cette année de la Journée nationale de l'excellence le vendredi 6 août 2021 à 11 h au Palais de la Présidence de la République sous la présidence du Président de la République. Ainsi, pour l'édition 2021 de la Journée nationale de l'excellence, l'option retenue est la reconduction des lauréats de l'édition 2020, auxquels vont s'ajouter les lauréats du secteur de l'éducation-formation sélectionnés au terme des examens de fin d'année scolaire 2021. Au total, pour cette édition, ce sont 84 prix qui seront décernés aux lauréats. Ces lauréats recevront, comme chaque année, un trophée, un diplôme et une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour ceux classés premiers. Quant aux autres lauréats classés deuxième et troisième, ils recevront respectivement 1 500 000 et 1 million de francs CFA. Ce point d'actualité ne figurait pas dans l'ordre du jour du Conseil, mais le porte-parole du gouvernement en a fait l'annonce. Le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, ont eu un échange téléphonique. Je ne peux pas vous dire s'ils se sont longuement entretenus, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, il y a eu un contact et que le président Ouattara recevra M. Gbagbo Laurent le 27 au Palais de la Présidence ici. Prochain Conseil des ministres, le 28 juillet. À ce conseil manquait un membre du gouvernement. Il est en mission pour son département. Sidi Tiemoko Touré, le ministre des Ressources animales et halieutiques, est au Brésil pour une coopération technique et scientifique dans les secteurs de l'aquaculture et de l'élevage. Pour mieux apprécier l'expertise brésilienne en la matière, le ministre ivoirien explore le terrain, nous dit Éric Corré. Tirer le maximum de profit de son séjour brésilien en étant pragmatique est l'idée qui anime le ministre des Ressources animales et halieutiques. Au cœur d'un laboratoire situé en zone rurale dans la localité de Natal pour copier l'exemple de ce laboratoire spécialisé dans la production de crevettes. Une référence au Brésil. Pour son sérieux, cette unité de production a des millions de larves produites par jour grâce à des techniques innovantes qui peuvent apporter un nouveau souffle dans la production de crevettes en Côte d'Ivoire. Après la visite de cette unité de production, Sidi Touré s'est rendu dans un autre ranch pour apprendre quelques techniques permettant d'avoir des bêtes bien traitées et bien nourries. Les techniques varient selon les localités et les températures. Il a vu de très près les dispositifs modernes qui pérennisent l'activité. Après quoi, le ministre ivoirien a pris rendez-vous avec une ferme pour voir de très près les techniques avicoles. Les technologies ont fortement évolué depuis des années et il s'agira de mettre à niveau tous nos différents techniciens qui travaillent dans ces différents espaces. Et troisièmement, la nature et la priorité des spéculations ont fortement changé. Donc il y a un véritable travail de réforme à procéder dans le sens de la sécurisation de l'alimentation de nos différentes populations en Côte d'Ivoire et l'espérance brésilienne va nous y aider. La sécurité alimentaire est une priorité aujourd'hui dans le monde. Je vous rappelle la stratégie de la Banque africaine de développement qui vise, entre guillemets, à nourrir l'Afrique à travers toutes les spéculations agricoles, qu'elles soient végétales ou animales. La sécurité alimentaire est l'une des principales raisons qui
qui a amené le ministre des Ressources animales et à l'UETIC de Côte d'Ivoire à aller s'inspirer de l'exemple brésilien. Voilà, les ressources animales s'inspirent de l'exemple brésilien et pour le développement du secteur agricole, la stratégie de la Côte d'Ivoire sur la période 2020-2025 vise l'amélioration des politiques nationales, le renforcement des institutions agricoles, la croissance de la productivité et le renforcement de la résilience des petits producteurs, des objectifs sur lesquels s'accordent le gouvernement et le Fonds international de développement agricole. Suivons ces explications de Noël Gnagno. Le FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture, est présent en Côte d'Ivoire à travers 3 projets actifs. Le PROPACOM, projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, le programme d'urgence agricole PUACI, enfin le PADFA, projet d'appui au développement des filières. Pour la période 2020-2025, le FIDA veut renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire pour une finalité, permettre aux petits producteurs d'être résilients. D'appuyer les petits producteurs vulnérables afin de leur permettre d'émerger des petites exploitations de subsistance vulnérables vers des véritables micro-entreprises agricoles, profitables, résilientes et qui leur permettront d'entrer résolument dans l'ère de l'entrepreneuriat du business agricole. Des finalités qui s'inscrivent dans la politique gouvernementale pour le monde rural. Ce nouveau COSOP répond parfaitement concernant le renforcement des institutions nationales, le renforcement de la résilience des petits producteurs face au changement climatique et surtout la création de valeur ajoutée équitablement partagée entre les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles. Pour l'information, le FIDA investit dans les populations rurales en les dotant des moyens pour réduire la pauvreté, accroître la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et accroître la résilience des populations rurales. Nous parlons toujours de perspective. La Direction générale de l'économie envisage la modernisation de son système d'information. Elle y travaille en collaborant avec le PAGEF, le projet d'appui de la gestion économique et financière. Les termes d'élaboration et le plan de cette restructuration sont évalués au cours d'un séminaire dont nous parle Herman Guivet. La DGE, Direction générale de l'économie, engagée dans un nouveau chapitre de modernisation de son administration. Elle entend se doter d'un système de digitalisation pour plus de rapidité dans la délivrance des services, d'où la tenue de ce séminaire de présentation et de validation de projets d'élaboration du schéma directeur du système d'information de la DGE. Nous sommes engagés dans un processus de certification de la Direction générale depuis 2018, donc depuis 3 ans. Et le schéma directeur participe de la modernisation de nos systèmes d'information. Vous savez que la direction générale embrasse beaucoup de données sur les indicateurs macroéconomiques. C'est nous qui faisons les prévisions économiques. Donc nous avons une base de données assez large. Il faut discipliner tout ça dans un système cohérent. Ce rendez-vous devrait contribuer à l'analyse du portefeuille de projets, des charges spécifiques, à l'examen de l'impact de l'économie, du budget et proposer des pistes de financement. Une initiative financée par le PAGEF, le projet d'appui à la gestion économique et financière. La Direction générale de l'économie qui s'occupe de tout ce qui est prévision économique, analyse économique, doit être accompagnée également parce que c'est sur les bonnes prévisions que se basent les prévisions également des recettes de l'État. Et également, dans les nouvelles réformes des finances publiques, il faudrait que l'ensemble des structures qui s'occupent de la gestion des finances publiques puissent communiquer de façon fluide entre elles. 24 heures de réflexion menées par ces administrateurs des finances vont permettre de définir également d'autres orientations, entre autres, discipliner les bases de données pour un système cohérent. Les recommandations seront aussi sanctionnées par la tenue d'une prochaine rencontre d'appropriation. Nous partons à présent au centre du pays, dans le Gbeke, où les 26 et 27 juillet prochains seront dédiés à la promotion des PME. Il s'agira de mettre sous les projecteurs les potentialités et atouts de la région pour renforcer le dynamisme des entreprises locales et également accroître leur production. Soro Corona. Potentialités et atouts de la région du Gbeke pour le développement des PME locales. Thème des journées économiques régionales de Gbeke, des journées qui se tiendront du 26 au 27 août prochain.
L'information a été portée aux acteurs des PME de Bouaké par les responsables de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME. Ces journées permettront de renforcer les capacités techniques, managériales et informationnelles des PME locales. Bouaké, de la deuxième place, est pratiquement passé à une place que nous ne connaissons plus. Alors donc, nous, l'objectif en organisant cela, c'est comment faire pour que les PME de Bouaké puissent retrouver leur place. Comment faire pour que les PME d'aujourd'hui puissent vivre effectivement de leur travail. Comment faire effectivement pour que les PME en région puissent bénéficier des fonds que les autres ont ailleurs. Pour le président du conseil d'administration de la FIPME, ces journées permettront aux entreprises locales de se frotter à des entreprises internationales. Les responsables des PME auront toutes les informations sur les fonds disponibles. Nous voulons faire en sorte que tous ceux qui peuvent accompagner nos PME dans le financement se retrouvent ici à Bouaké, afin que, de façon sans intermédiaire, cela sache qu'il y a des financements qui existent et comment ils peuvent avoir accès à ces financements. Les acteurs locaux du secteur des PME s'engagent pour la réussite de la première édition des journées économiques de Bouaké. Ce sera un moyen pour nous de pouvoir exprimer notre difficulté aux autorités pour que vraiment on puisse être soutenus financièrement pour pouvoir rehausser notre niveau d'activité. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises est née depuis le 28 septembre 1995 par la volonté de l'État de Côte d'Ivoire. Elle regroupe aujourd'hui 40 fêtiers. Et sachez aussi que ces journées économiques régionales sont prévues dans chacun des 8 pôles économiques nationaux. La grande famille de l'appareil judiciaire ivoirien accueille de nouveaux agents d'affaires. Au nombre de 74, ils se sont engagés à accompagner et encadrer tout investisseur dans le déploiement des activités sur le territoire ivoirien. Notons que ces agents d'affaires jouent aussi un rôle d'intermédiaire, de représentation, d'assistance dans le cadre économique, social et administratif. Franck Quadio. Madame Poirot, Dibouya, Marie-Louise, Lucie, l'épouse Baya. Je le jure. Mais levé, ces 74 agents d'affaires prêtent serment devant la présidente de la Chambre des affaires familiales du tribunal de première instance du Plateau. Ces auxiliaires de justice traduisent ainsi leur engagement à œuvrer à l'encadrement des investisseurs dans le déploiement de leurs activités. Nous allons nous faire fort d'être à la hauteur de la confiance placée en nous, en véritablement menant nos missions respectives, c'est-à-dire le recouvrement, c'est-à-dire la gestion des biens, en menant ces différentes missions-là de façon saine, de façon à ce que le justiciable, de façon à ce que nos différents clients soient satisfaits. Ils doivent juste nous faire confiance, parce que l'État nous fait confiance, parce que la Côte d'Ivoire nous fait confiance, pour les accompagner dans toutes leurs procédures, de sorte que l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire soit assaini. Au cours de l'audience, le parquet a invité les agents d'affaires à prendre connaissance du mandat qui leur est assigné et à se conformer aux lois qui régissent leur profession. Selon Maître Kakouremi, membre de la Chambre nationale des agents d'affaires de Côte d'Ivoire, l'agent d'affaires œuvre au recouvrement de créances, à l'administration des biens et au courtage. Au départ, sans la prestation de serment, on travaillait un peu, on peut le dire, dans le vent. Maintenant qu'ils prennent un engagement devant les institutions judiciaires, alors c'est un poids sur le dos de l'agent d'affaires pour mener à bien son travail. Parce qu'en même temps qu'il doit rendre compte à celui qui l'a mandaté, en même temps, il doit être un opérateur, un professionnel outillé pour rendre service à l'État. Nommé par le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, les agents d'affaires jouent le rôle d'instrument de sécurisation des affaires des investisseurs au plan économique, social et administratif. Ce jeudi 22 juillet 2021, l'école des forces armées de Zambakro présente sa 52e promotion d'officiers de l'armée. Un événement qui nous permet de rentrer dans le quotidien de cette école des forces armées chargée de la formation initiale, la formation au commandement en corps de troupes et de l'enseignement militaire supérieur d'officiers ivoiriens et ceux des autres pays de l'Afrique francophone. Focus sur l'EFA à Zambakro avec Abou Sanogo. Il est 6h15 et nous sommes aux portes de l'école des forces armées de Zambakro dans le district de Yamoussoukro. Après quelques minutes d'échange, nous y avons accès pour une immersion. Ici, le réveil se fait à 6h du matin.
Les stagiaires sont au sport. Mais quand sonne 6h30, on arrête tout pour rendre les honneurs au drapeau. Ici, c'est l'EFA, la seule école de formation pour les officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale. Véritable outil d'intégration nationale et sous-régionale. N'entre pas ici qui veut, mais qui a les aptitudes. Trois grandes entités composent cette école. Nous visitons la DEFO, la division de formation des officiers. Nous assurons tout ce qui est formation initiale des élèves au sein de cette division. Parlant de formation initiale, nous insistons sur tout ce qui est savoir-faire et savoir-être de l'officier qui est un meneur d'hommes. La division d'application chargée de la formation des officiers. Nous donnons les derniers rudiments, c'est-à-dire tout ce qui est combat commando, combat en zone urbaine, pour que les élèves en fin d'année puissent être aptes à être projetés sur les opérations à l'intérieur du pays comme les opérations à l'extérieur du pays. Et la division de perfectionnement des officiers. À cela, nous apprenons les techniques d'état-major. Nous leur apprenons aussi à avoir une vision plus claire du monde dans lequel ils sont. Et nous leur permettons donc de pouvoir interagir avec leur milieu, de pouvoir être plus aptes à mener les missions qui sont les leurs. Notre mission à nous, en fait, et surtout à leur encadrement, c'est de faire que tout le monde travaille ensemble. Et parce que notre but, en fait, c'est que quand nos élèves sortent des formations, quelles qu'elles soient, ils soient directement opérationnels et directement employables par leur chef. Après la visite des différentes entités de l'école, nous allons à la rencontre du chef de corps de l'école des forces armées des Zambakro, le colonel Jean-Christophe Mouo, pour de plus amples connaissances sur l'école. Pour les stagiaires de la formation initiale, il s'agit principalement de la formation militaire. Et cette formation militaire prend évidemment en compte tous les aspects liés au combat, à l'exercice de l'autorité, transformer des anciens jeunes étudiants en personnes pouvant être des meneurs d'hommes. Donc il y a tout un travail à faire et puis beaucoup de préparation physique, beaucoup de sport. Nous sommes déjà à un officier après cette cérémonie. 4 ans après la cérémonie, il finit son cours de commandant d'unité. Après en moyenne 3 ans, il revient faire le cours d'état-major qui lui permet d'être officier traitant et donc dans les états-majors, dans les bureaux, pouvoir être les rédacteurs, les officiers traitants et tenir des postes d'état-major. L'EFA prépare sa fête école. Le jeudi 22 juillet, à compter de 10 h, nous recevons ici à l'école des forces armées les parents qui doivent venir accompagner leurs enfants qui doivent sortir. Nous aurons pour les élèves officiers d'actifs de 2e année 100 élèves officiers d'actifs qui sortent et qui vont devenir des sous-lieutenants. Sur ces 100, nous avons 18 étrangers et nous avons 9 jeunes filles. En plus de ces élèves officiers d'actifs, nous avons les médecins élèves officiers qui sont 9 et qui sont tous ivoiriens. Zambakro ne doit pas faire peur. Zambakro est un site de formation et Zambakro est à la disposition de la population ivoirienne pour former des citoyens ivoiriens, des citoyens étrangers. Si ça faisait peur, des femmes et des hommes n'en sortiraient pas chaque année. Si ça faisait peur, tous les pays étrangers n'allaient pas nous envoyer une vingtaine de personnes chaque année. La fête école se tiendra dans le respect des mesures barrières le 22 juillet en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Voilà donc après une formation corsée et un grand bol de courage, les élèves d'officiers et d'actifs reçoivent ce jour leurs épaulettes en présence du Premier ministre Patrick Hachi et du ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara.
La migration vers la TNT gagne un nouveau territoire. Le fief du peuple Agni, c'était à Abangourou, dans l'indénié Djouablin. Dans cette ville, le signal analogique a été définitivement éteint. Les populations pourront bénéficier d'une meilleure qualité du son et de l'image pour suivre leur programme. On voit cela avec Herman Yamia. Dès le 10 août prochain, le basculement de l'analogie au numérique sera effectif. Le signal analogique sera définitivement interrompu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce qui signifie que ceux qui ont encore les postes téléviseurs de ce modèle, qui ne disposent pas d'équipements adaptés, n'auront plus d'image. L'information est du directeur technique de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT. Nous sommes obligés d'arrêter parce que cet ancien équipement-là de l'analogie que nous avons utilisé jusque-là, les industries ont cessé de fabriquer ces équipements-là. Donc, si nous voulons continuer, on n'aura plus de pièces de réchange. Et puis, l'UIT, qui est l'Union internationale de la télécommunication, a fixé le 17 juin 2020 pour l'arrêt de l'analogie. La télévision numérique terrestre TNT est une évolution technologique en matière de télédiffusion terrestre. Elle remplace la télévision analogique qui est dépassée dans le paysage audiovisuel. Mais pour recevoir la TNT chez vous, il faut disposer d'équipements adaptés. Une antenne râteau TNT à 8 000 francs CFA et un décodeur à 10 000 francs CFA pour recevoir du signal TNT ou une antenne râteau TNT uniquement si votre poste téléviseur possède un décodeur intégré. Les avantages liés à la TNT, d'abord, il y a la possibilité d'avoir plusieurs chaînes. Et ensuite, il y a la qualité de l'image et du son. Une fois la population a le kit TNT, la population ne paye plus de frais mensuels. À ce jour, le taux de couverture de la population à la TNT est de 85%. À terme, les responsables de l'IDT, à travers les campagnes de sensibilisation, veulent atteindre les 95%. Voilà, le processus d'extinction du signal analogique se fera par région et pour en savoir davantage sur la TNT, vous êtes prié de contacter le 1307. Une technologie fait fureur en ce moment dans le monde, le logiciel israélien Pegasus. L'Arabie Saoudite a démenti aujourd'hui les accusations infondées d'espionnage après la publication d'une enquête choc affirmant que plusieurs pays avaient utilisé ce logiciel israélien pour surveiller des journalistes et des militants des droits de l'homme. Voyons à présent le point Covid de cette journée. Le dernier point sur la pandémie de notre pays annonce 69 nouveaux cas de Covid-19, 44 nouvelles guérisons, ce qui fait un total de 49 288 cas confirmés, dont 48 537 personnes guéries, 322 personnes décédées et 429 cas actifs. À cette date, au moins 905 475 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le pays. Le vaccin est disponible et gratuit. N'hésitez pas à vous rendre dans les centres de vaccination prévus à cet effet dans vos communes. Je vous livre à présent ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministère porte à la connaissance des parents d'élèves que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e démarre effectivement ce jeudi 22 juillet 2021 à 23h59 et prend fin le jeudi 5 août 2021 à minuit. Sur toute l'étendue du territoire national, cette opération se déroulera comme suit. Le premier jour, les élèves ayant obtenu au moins 153 points et à partir du deuxième jour, tous les élèves admis au CEPE sont distinction de points. L'accès aux établissements d'excellence est soumis à des conditions spécifiques et pour toute information complémentaire, vous êtes prié d'appeler le 25 20 00 36 06. C'est signé du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
En sport, les matchs de football du tournoi masculin des Jeux Olympiques de Tokyo ont démarré ce 22 juillet avec la phase des poules. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire a débuté la compétition sur une note de victoire. Les éléphants ont remporté 2-1 le match qui les opposait à l'équipe d'Arabie Saoudite, Arsène Kouassi et Patrick Dadier. On veut marquer ce deuxième but là, mais surtout remporter cette bataille. Ils sont un milieu de terrain pour un attaquant d'Ao. Youssouf, le garçon formé à l'académie Mimosifcom. Et c'est un remplacement magnifique. On va certainement voir cette action d'abord avec ce joli numéro de Diallo. Regardez Kessié qui peut frapper. Kessié exceptionnel! Il a le talent, il est capable de décanter la situation. Oui, il peut retrouver le sourire. Aïdara Soyeux, la Côte d'Ivoire mène 2-1. Charles, on peut le dire, ils sont capables de renverser la situation. Mais sur cette action, ça a été magnifiquement bien travaillé par ce garçon. D'abord Amad Diallo et ensuite le contrôle pour désorienter l'adversaire des caissiers et la frappe imparable. Merci Enso, tu auras tout dit. Que pourrais-je ajouter encore? Voilà le résumé de cette belle entrée de l'équipe ivoirienne pour ces Jeux de Tokyo. Et ces Jeux compteront une équipe africaine en moins. La Guinée a renoncé aux Jeux Olympiques à cause des variants de la Covid-19. Le gouvernement guinéen, dans un courrier adressé aux organisateurs des Jeux, a dit vouloir préserver la santé de ses athlètes. Et les JO sont affectés par la pandémie de Covid-19 et débutent sur un autre scandale. Le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux, qui doit avoir lieu demain, vendredi, a été démis de ses fonctions à cause d'une blague sur l'Holocauste remontant à plus de 20 ans. Kentaro Kobayashi, une personnalité du monde du spectacle au Japon, avait usé d'un langage moqueur au sujet de ce fait historique tragique. Et pour la cérémonie d'ouverture de ces Jeux, l'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou a été désignée porte-drapeau de la Côte d'Ivoire. Et prions tous pour que nos Olympiens rapportent un grand nombre de médailles au pays. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal que j'ai pris plaisir à vous présenter en compagnie de Marc Hachi, notre traducteur. Pour Sourd et Muet, je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI 1 et rendez-vous demain à la même heure.